Salut, je m'appelle Féodor Ingvar Kamprad et je suis suédois. Si mon nom ne te dit rien, c'est normal, je suis pas très connu en dehors de la Suède à vrai dire. Pourtant, c'est sûr que pendant que tu regardes cette vidéo, tu dois certainement avoir posé ton gros cul sur un canapé que j'ai moi-même conçu. Ouais mec, je suis l'inventeur d'IKEA, la plus grosse entreprise de fourniture de meubles, rien que ça. Et en 2018, l'année où j'ai quitté ce bas monde, j'ai été classé à la 8e position de l'homme le plus riche de la planète, selon Bloomberg s'il te plaît. J'ai pas fait dans la dentelle en effet, et oui, le montant de ma fortune est colossal, et ça se compte en milliards. Bref, j'ai créé une entreprise bien lourde, un gros géant comme c'est pas permis d'en créer. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Comment j'ai créé cette foutue boîte et comment j'ai fait pour la rendre aussi titanesque. On va aussi parler du fait que j'ai une image assez controversée, entre le pur salopard de base et l'entrepreneur de génie. Bon alors mon petit pote, écoute bien mon histoire jusqu'au bout, parce que quand je te dis controverse, c'est pas qu'à moitié. On m'a accusé de nazisme, de pingrerie, et le pompon sur la Garonne, c'est qu'on m'a même accusé de vendre de la merde. Ouais, j'ai bien dit de la merde. C'est-à-dire du caca sur mon chocolat en poudre dans les tartes que je vendais dans mes cafétérias. Ouais, quand je te disais que c'était du lourd, c'était du lourd. Pour pas mal de raisons, ça c'est vrai, mais t'en fais pas, je vais tout te raconter tout ça tranquillement. Alors si t'es bien installé sur ton fauteuil d'IKEA et que t'as envie d'écouter mon histoire trouble, on peut commencer. Tu sais, je me suis hissé au sommet des mecs les plus riches du monde, mais je viens d'en bas, vraiment d'en bas. Je suis un fils de paysan, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, dès mon plus jeune âge, genre à l'âge de 7 ans, je pensais déjà comme un businessman. Pendant que mes copains d'école jouaient encore à la toupie, oui, la toupie, je te rappelle que je suis née en 1926 et qu'à cette époque bien heureuse, il n'y avait pas toutes ces conneries d'iPad et choses du genre. Bref, on s'occupait comme on pouvait quand on devait pas nourrir les bêtes. Du coup, je te disais qu'à 7 ans déjà, je vendais des petites allumettes suédoises à mes voisins. Mais j'ai pas vendu que ça, j'ai ensuite vendu des décorations de Noël et même des semences pour les potes de mon padré. En fait, je cherchais à vendre tout ce que je pouvais, c'était plus fort que moi, j'aimais ça, acheter, vendre, acheter et vendre encore. Pas besoin de faire des écoles de commerce ou choses du genre. Moi, c'était inné, c'était dans mon sang, je peux pas te l'expliquer. Pour vendre, à cette époque, j'allais à pied et je tapais à la porte des voisins pour leur proposer mes produits. Tu sais, mine de rien, ça me rapportait gros et c'est comme ça que j'ai pu acheter ma première bicyclette. Et à l'époque, c'était une vraie bécane de luxe, tu vois. J'ai pu, comme ça, avec ma bicyclette, prospecter un peu plus loin que dans mon village et j'ai même pu faire mes premières livraisons à vélo. Tu vois, c'est pas que du fun cet achat, c'était aussi un vrai investissement. De mes 7 à 15 ans, j'ai quasiment tout vendu. Des cadres, des nappes, des bijoux, j'entreposais tout dans mon abri de vélo et à un moment, je me suis même associée avec le livreur de lait pour pouvoir étendre encore plus ma zone de prospection, grâce à sa camionnette. Là, je peux dire que ça a commencé vraiment à décoller. Ça marchait tellement bien et je savais que j'étais née pour ça. Alors j'ai décidé en 1943 de créer mon entreprise. Écoute bien mec, j'avais que 17 ans. Ouais, t'as bien entendu, j'avais que 17 ans. Et pendant que toi tu comptais les boutons tacnés et tu jouais à la console, moi je créais ma boîte sans l'aide de personne. Je l'ai donc appelée IKEA, qui est l'acronyme d'abord de mon prénom, Ingvar Kamprad, de la ferme familiale de mes parents qui s'appelait Elmtijard et du nom de mon village natal, Agundijard. Ouais, tu peux pas prononcer ces prénoms, je te rappelle que c'est suédois. Si j'ai décidé de monter ma boîte, c'est que j'en avais un peu marre de faire du porte-à-porte. Je voulais vraiment m'étendre plus, tu vois. Du coup, pour le faire, j'ai fait de la pub dans la presse locale et en particulier dans un catalogue de vente par correspondance. Là, au début, je vendais un peu de tout, des meubles, des produits d'intérieur et tout un tas de choses. Et j'ai lancé ma propre brochure de vente par correspondance qui s'appelait IKEA News. Mais tout de suite, j'ai vu que c'était les meubles qui avaient le plus de succès. En fait, je vendais des meubles fabriqués par des menuisiers de mon village. Mais je peux pas te dire pourquoi, c'était la vente de meubles qui cartonnait le plus. Et comme je suis un malin et que j'aime aller droit à l'essentiel, j'ai alors concentré mon activité dessus. En 1951, je ne vendais alors que des meubles. Ça m'allait bien parce que c'est ce qui rapportait le plus, soyons honnêtes. J'ai acheté mon premier atelier de menuiserie dans la ville voisine et j'en ai fait un showroom. J'exposais là-bas mes meubles et c'était quand même plus vendeur que mes photos dans mon catalogue. J'avais des prix super compétitifs. Logique, il n'y avait plus d'intermédiaires. Bon, en faisant moins cher que mes concurrents, je me suis quand même attiré les foudres de pas mal de fabricants de meubles. On m'a fait des pressions, etc. Mais j'ai pas cédé, tu vois. Je suis même allée encore plus loin. J'ai décidé de créer mes propres meubles avec mes propres designs. À l'époque, ça cartonnait le design minimaliste. Du coup, je me suis lancée en plein dedans. Et tu sais que je suis un fin observateur, non? J'avais remarqué qu'à cette époque, on commençait à entrer en plein dans la société de consommation. Et tous les produits domestiques avaient connu la rationalisation de leur fabrication, mais c'était pas le cas du meuble. En fait, à cette époque, pour fabriquer un meuble, on allait voir un menuisier et on lui donnait nos mesures et tu vois, nos modèles et un peu ce qu'on voulait. Bah, c'est là où j'ai étalé mon génie. Je me suis dit qu'il fallait arrêter avec ça. J'ai décidé de rationaliser la production des meubles selon la célèbre devise FFF. FFF, ça signifie quoi? Fonctionnalité, forme, facilité à être produit. Du coup, j'en ai fait ma marque de fabrique pour ainsi dire. Et ça consiste en quoi? Eh bien, tout simplement à livrer des meubles à monter soi-même. Tu sais comment j'ai eu l'idée? Eh ben écoute, la plupart de mes clients qui venaient acheter mes meubles avaient un gros problème à les faire rentrer dans leur petite voiture. C'était surtout les pieds qui avaient du mal à entrer dans la caisse. C'est comme ça qu'au départ, je vendais donc le meuble sans les pieds. Ça entrait plus dans le carton et je facilitais le transport à tout le monde. Écoute bien ça, c'est comme ça que Ikea a explosé. Les gens trouvaient ça tellement plus pratique.
Et c'est vrai, tu peux pas me retirer ça. J'ai carrément révolutionné cette industrie, tu vois. Et un truc drôle que je dois te dire aussi, c'est que les gens aimaient bien monter eux-mêmes leurs meubles. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils se prenaient pour les menuisiers, mais en tous les cas, ce concept a plu à beaucoup de familles. Et à cette époque, on est en 1963 et j'ouvre ma première boutique à Oslo en Norvège. Je commençais à m'étendre à l'international. Là, c'était plus du rigolo. Puis, j'ouvre mes usines de production à La Chaîne en Pologne, car les coûts de production étaient moins élevés. Tu sais, je viens de Suède et on a l'une des fiscalités les plus dures de toute l'Europe. Donc en Pologne, j'ai pu carrément fabriquer tout l'immeuble que je voulais en quantité massive. Du coup, qui dit massive dit moins cher. Et là, ça a carrément été l'explosion. C'est comme ça qu'on a connu Ikea. J'avais des super beaux meubles minimalistes à des prix imbattables. Et c'est ça la formule du succès d'Ikea, tout simplement. Et à cette époque-là, je commence donc à gagner beaucoup de notoriété. Et aussi, ce qui va de pair, c'est clair, beaucoup de pognon. Et d'ailleurs, là, on va en profiter, on va parler du pognon parce que c'est un sacré chapitre dans ma vie. Il y a pas mal de choses et de rumeurs qui ont circulé, surtout après ma mort. J'avoue que j'ai pas été très claire, mais c'était volontaire. J'étais devenue millionnaire, bon ça c'est clair, mais le problème c'est que je me suis installée en Suisse pendant un certain temps pour échapper au fisc. J'étais un millionnaire, mais que veux-tu, c'était plus fort que moi, j'en voulais toujours plus. Tu sais, il y a beaucoup de mecs archi riches comme moi qui sont comme moi. C'est comme si on se rendait pas compte de toute la richesse monstrueuse qu'on possédait, ou peut-être qu'on a simplement peur de tout perdre. Je t'avoue que je ne sais pas, j'ai pas trop envie de creuser sur ce sujet. D'ailleurs, c'est plus un secret pour personne, j'ai payé mes impôts en Suède qu'en 2015, alors que j'avais, écoute bien, 40 ans. Oui, ça a foutu les boules à beaucoup de Suédois qui m'ont alors donné cette réputation d'être les plus grands punks de l'histoire de la Suède. En fait, j'avais déclaré que j'avais cédé mes actions au groupe Inca Holding, qui est en fait sous contrôle de la fondation Inca de droit néerlandais, tu vois, une fondation. Mais des mecs ont fait une enquête et ils ont découvert qu'en fait j'avais conservé tous les droits de la marque, même après avoir cédé mes actions. Du coup, ils ont découvert que j'avais continué de toucher dans le plus grand secret des dividendes de plus de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, mec. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, Ikea gagne beaucoup de fric parce que le groupe est basé sur une structure juridique et financière complexe. D'après l'Union européenne, qui a tout mis à jour, on a pu éviter plus d'1 milliard d'euros de taxes, rien que sur la période 2009-2014. Je sais qu'il y a même une enquête en ce moment de la Commission européenne, mais bon, maintenant ça me regarde plus, j'en ai plus rien à foutre. J'étais vraiment malin pour gagner de l'argent, ça tu peux me croire. Tu sais, cette histoire de fisc a fait que je suis pas très appréciée non plus par les Suédois. Je veux dire, on me reconnaît le fait d'avoir été génial dans les affaires, mais tout ce fric caché, ça fait quand même tâche dans mon histoire. C'est dommage, j'étais à deux doigts d'être une putain d'idole à la Steve Jobs. Pourtant, j'ai essayé de me rattraper, j'ai créé par exemple une fondation pour soutenir des jeunes dans le design, j'ai envoyé de l'argent pour des bourses universitaires, et j'ai même fait un don d'1 demi-million de francs suisses pour l'école d'art. Bon, c'est vrai que ce ne sont que des miettes par rapport à tout ce que je touchais, mais bon, quand même. L'image de pingre invétéré est restée quand même dans les annales, j'y ai plus rien. Et j'ai peut-être tué pas mal de menuisiers, mais que veux-tu, capitalisme et mondialisation obligent. Mais bon, voilà, je pense que oui, honnêtement, j'étais sacrément pingre. Mais bon, faut pas déconner non plus, j'étais aussi super écolo et beaucoup de gens ont un peu mélangé les deux. J'avais un style de vie simple, malgré tout mon pognon, je portais des vêtements super cheap que j'achetais dans les fripes. Et alors que les millionnaires roulent en Lamborghini et en voiture de luxe, moi j'ai roulé avec ma vieille Volvo jusqu'à ce qu'elle devienne un danger public. Je demandais aussi à mes salariés d'utiliser le recto verso des papiers, des trucs du genre. Ah ouais, en fait, je me souviens d'un truc. La fois où la rumeur comme quoi j'étais la pire pince du monde est sortie, c'était dans une interview où j'avais déclaré que je ne me faisais jamais couper les cheveux que lorsque je voyageais dans des pays en voie de développement. Bah ouais, sinon je me coupais les cheveux moi-même. Bam, le jour où l'interview est sortie, j'avais signé mon art et le mort. Mon avarice était connue au grand jour. Tu vois, moi je faisais ça par respect pour l'écologie, on m'a pris pour un gros radin alors que je faisais ça pour respecter l'environnement et que j'aime pas gaspiller de base. Mais bon, tu me diras, c'est du passé, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de punks qui se cachent derrière les écolos. Mais ça, c'est une autre histoire. Retiens juste que j'ai au moins le mérite de pas avoir été ostentatoire avec ma fortune. Je suis resté discret comme un lapin alors que j'aurais pu rouler des mécaniques. Alors aussi, faut que je t'avoue un truc, il y a pas que le fric pour lequel je suis controversée. Il y a cette histoire avec les nazis qui me colle le cul dont je suis pas fière du tout, mais qui m'a explosé dans la gueule des années durant. Ouais, j'étais un sympathisant nazi durant ma jeunesse comme beaucoup de connards de l'époque. J'étais en fait l'ami proche du chef de file du néonazisme en Suède, Per Ingall. En fait, c'était mon témoin de mariage si tu veux savoir à quel point j'étais proche de lui. Mais en 1994, quand le quotidien Expression a dévoilé mon lien avec lui, j'étais mort. Tu vois, ça a été la pire controverse à mon sujet. Et il y a plein de gars qui me détestent encore aujourd'hui à cause de ça. Et franchement, honnêtement, je peux pas leur en vouloir. J'ai bien essayé de me racheter à la télévision en faisant me mea culpa. Mais bon, ils ont dit que j'avais fait ça pour éviter de voir un boycott mondial sur mes ventes. Et que je n'avais pas fait ça sincèrement. J'ai pas arrêté de dire que c'était une erreur de jeunesse et ils ne me croient toujours pas. Bah, qu'ils aillent se faire foutre. Tellement j'étais détestée, on a aussi sorti des vieux dossiers, des scandales de partout, comme quoi j'aurais fait bosser des gosses, comme quoi j'étais alcoolique, comme quoi j'ai alimenté le trafic du bois illégal. Bah bref, pas mal de trucs comme ça. C'est clair qui était un peu vrai, mais que veux-tu, c'est difficile pour un homme d'être droit toute sa fucking life. Bref, la liste des scandales est super longue et je te laisse le loisir de jeter un œil par toi-même.
Il y a certainement des documentaires et des films qui vont sortir sur ma vie, mais je ne sais pas s'ils vont réussir à percer tous mes mystères, car moi-même, tu vois, je ne suis plus sûre de tout. Enfin voilà donc l'histoire de mon parcours et l'histoire d'IKEA. Maintenant, quand tu achèteras un de mes meubles, tu auras un peu plus de manière à penser. Je te souhaite d'avoir une vie aussi longue que la mienne, tu m'auras 91 ans, en 2018. Ouais, il n'y a pas longtemps, et j'ai bien vécu. Même si je ne suis pas un modèle en termes de générosité, je te souhaite de t'investir tout autant que moi dans les entreprises que tu souhaites te lancer. Allez, ciao!